Les téléphones que la police ne peut pas déverrouiller. Je vous avais annoncé des mises à jour de cette vidéo s'il y avait du nouveau. Et justement, j'ai des infos toutes fraîches à vous partager sur ce sujet. Voici donc la version 2.0 de cette vidéo avec une particularité aujourd'hui, on se concentre uniquement sur les smartphones Android. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo publiée fin janvier 2025, elle est toujours disponible. Et petit rappel du concept, en France, les services d'enquête judiciaire, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie, utilisent principalement un seul logiciel pour extraire l'ensemble des données d'un téléphone. Ce logiciel est capable d'agir sur une grande majorité de modèles. L'objectif ici, c'est d'examiner les limites de cet outil, d'identifier les marges de manœuvre réelles des enquêteurs et surtout de voir quel téléphone résiste encore à leur tentative d'accès. Les capacités de ce logiciel évoluent en permanence à mesure que les protections et les technologies embarquées dans nos smartphones se renforcent. Le principal défi, quand un téléphone est verrouillé, c'est de trouver une faille permettant de contourner l'écran de verrouillage, qu'il repose sur un mot de passe ou une authentification biométrique, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Une fois l'accès obtenu, l'enjeu c'est d'atteindre les données chiffrées, applications, contacts, messages, photos, vidéos, fichiers supprimés, échanges sur WhatsApp ou sur d'autres messageries privées. Mais en clair, c'est là que débute vraiment l'analyse et donc l'enquête. L'entreprise derrière cette technologie utilisée en France, c'est Cellebrite. Basée en Israël, elle s'est imposée depuis des années comme un acteur central au niveau mondial, en fournissant aux forces de l'ordre comme aux services de renseignement des outils capables de contourner les systèmes de sécurité des téléphones verrouillés. Et chaque mois, de nouveaux modèles sortent, les systèmes d'exploitation sont mis à jour, les failles sont corrigées. Pendant ce temps-là, Cellebrite doit sans cesse s'adapter, adapter ses techniques pour conserver un accès complet aux données des appareils saisis dans le cadre d'une procédure. Je le répète, la police ne peut pas déverrouiller tous les smartphones. Certains modèles opposent une résistance bien réelle. Et c'est justement l'objectif de ces vidéos. Expliquer le fonctionnement, comprendre ce qu'il passe sous le capot d'un téléphone et s'intéresser aux mécanismes de sécurité. Et c'est dire pourquoi, par exemple, un Samsung S25 peut être entièrement vidé en quelques minutes alors qu'un Google Pixel tournant sous Graphene OS reste complètement hermétique. Je ne vais pas reprendre ici tous les éléments liés aux méthodes d'extraction utilisées par les enquêteurs. Je vous invite à regarder la première vidéo pour ça avant de revenir sur celle-ci pour découvrir les dernières actualisations. Si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer juste ici. Si j'ai déjà évoqué Android dans la première version, cette fois on a bien plus à explorer ensemble, avec des nouvelles données venues directement de Cellebrite. Vous êtes déjà nombreux à être abonnés à la chaîne, vous êtes plus de 8000 et c'est énorme, et je vous remercie sincèrement, d'autant que cette chaîne existe depuis à peine 2 mois. Donc abonnez-vous, ça prend une seconde et c'est un vrai soutien pour faire connaître les vidéos. Et aussi, je viens de lancer les souscriptions à la chaîne avec le club 404. C'est l'espace membre où à terme, je veux en faire un espace d'échange et de discussion. Et en rejoignant la chaîne, vous serez prioritaire pour voir les vidéos avec 48 heures d'avance et vous serez prioritaire pour obtenir une réponse en commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et promis on y arrive, je voudrais revenir rapidement sur plusieurs points soulevés dans vos plus de 500 commentaires. Il y a pas mal de confusions qui reviennent et c'est normal. Les concepts techniques sont parfois proches mais ils ne recouvrent pas la même réalité. Exemple de commentaires récurrents, les policiers peuvent tout déverrouiller, regarde Pegasus. Alors non. Pegasus, c'est un spyware, c'est un logiciel espion à la puissance redoutable, développé pour l'espionnage à distance, mais pas pour déverrouiller un téléphone saisi physiquement. Et dans cette série vidéo, nous on parle d'extraction physique. Les enquêteurs ont le téléphone en main, verrouillé, et veulent en extraire toutes les données. Or, Pegasus s'installe à distance, soit par une attaque 0 clic, vous ne faites rien, soit via one click, vous cliquez sur un lien. Je vous renvoie à ma vidéo dédiée au logiciel espion pour en comprendre les subtilités. Est-ce qu'on peut implanter Pegasus physiquement? Oui, c'est possible. Mais quel intérêt? Un logiciel espion fonctionne quand le téléphone est actif, connecté, utilisé. Si le téléphone est inactif parce que saisi par les enquêteurs, il ne transmet rien de pertinent, il n'y a pas de flux, et il n'y a rien à espionner. Tout au plus, on pourrait récupérer quelques fichiers, mais à 50 000 $ l'installation, je pense que le rapport coût et résultat n'est pas favorable. Bref, ne confondez pas espionnage en temps réel via le logiciel et extraction complète d'un appareil placé sous scellé. Deuxième type de commentaire. Tu dis n'importe quoi, même à Barbès il déverrouille les téléphones. Oui. Casser un code de verrouillage, c'est possible. Réinitialiser un appareil, contourner le verrouillage iCloud d'un iPhone, c'est possible. Il existe des outils comme Checkmate ou d'autres boîtiers qui sont vendus sous le manteau et qui savent très bien le faire. Mais c'est pas le sujet ici. Le rôle d'un enquêteur, c'est pas de remettre un téléphone à neuf pour le revendre, c'est d'en extraire les données. Et c'est là que c'est une autre histoire. Si un téléphone est réinitialisé, une immense partie des données sont perdues. Même s'il reste des fragments dans la mémoire, les fichiers intéressants seront chiffrés, donc inexploitables sans les clés d'origine. Résultat.
Le téléphone est peut-être ouvert, mais le contenu, lui, est hors d'atteinte. Et surtout, ça a pollué le téléphone. En contexte judiciaire, ce genre de manipulation, c'est une vraie catastrophe. Donc non, c'est pas comparable à ce que les enquêteurs cherchent à faire. Autre commentaire. Les constructeurs ont l'obligation de mettre en place des backdoors pour que les policiers accèdent aux données. Non, non et non. Il n'existe aucune obligation légale en France comme ailleurs imposant aux constructeurs de prévoir des portes dérobées dans les appareils. En fait, ça serait un vrai non-sens en matière de cybersécurité. Une backdoor, c'est une faille intentionnelle. Et si elle existe, elle finit tôt ou tard par être découverte et exploitée par n'importe qui. Ce que la loi prévoit, c'est une coopération judiciaire qui peut permettre, en certains cas, d'obtenir certaines données auprès des fournisseurs de services. On va prendre par exemple Apple avec iCloud. Mais cette coopération s'arrête net dès qu'on touche au chiffrement de bout en bout. Et ça, aucun constructeur n'est tenu de le casser, ni même de le contourner. Alors comment savoir sur quel modèle de téléphone le logiciel de Cellebrite bloque encore? Parlons un peu de la méthode. Il y a deux approches principales pour tenter d'accéder au contenu d'un téléphone, qu'il soit verrouillé ou non. La première repose sur l'utilisation directe du logiciel UFED de Cellebrite. C'est une valise d'exploitation tout en un équipée du logiciel. Les enquêteurs y sont formés, mais la majorité des opérations sont automatisées. Il branche le téléphone et le logiciel se charge d'extraire ce qu'il peut. Quand ça marche, l'intégralité des données est copiée en quelques clics sur un disque dur. La seconde méthode, plus rare, concerne des cas complexes, notamment des téléphones verrouillés, un peu spécifiques, moins nombreux sur le marché, sur lesquels il faut vraiment faire une recherche très fine pour trouver une méthode de déverrouillage parce qu'elle n'est pas standard. Et en fait, l'exploitation classique échoue. Donc dans ces situations, l'appareil est envoyé dans un laboratoire d'analyse, un laboratoire forensique, et là des ingénieurs spécialisés étudient le cas, ils croisent leur base de données interne et cherchent une solution sur mesure, parfois en exploitant des vulnérabilités très précises. Et c'est là qu'intervient un document fondamental, la fameuse matrice des capacités techniques de Cellebrite. Cette matrice, ce tableau, ce document récapitulatif, envoyé régulièrement aux clients officiels, va répertorier modèle par modèle ce que leur logiciel peut faire ou ne peut pas faire. Extraction logique, physique, déchiffrement, récupération de messages supprimés, exploitation du contenu des applications, tout est listé. Et en fait, c'est littéralement la bible des capacités opérationnelles de Cellebrite à un instant donné. Dans ma première vidéo, je me suis appuyé à la fois sur mon expérience personnelle, parce que j'ai déjà utilisé les outils de Cellebrite pendant plusieurs années dans la police, et sur une fuite précieuse, celle de la matrice de 2024. En fait, il faut bien savoir que Cellebrite prend la confidentialité de cette documentation très au sérieux, parce qu'en fait, ça permet de savoir ce qu'ils peuvent faire, tout simplement. Donc toute fuite peut conduire à un bannissement du client concerné avec une perte d'accès aux outils. Donc c'est vraiment pas le genre de document qu'on trouve comme ça dans la nature. Donc pour savoir précisément ce que la police peut ou ne peut pas faire avec les téléphones du moment, il faut attendre qu'une de ces matrices tombe dans la nature. Et coup de chance, en mars 2025, l'Osservatorio Nessuno, une organisation italienne à but non lucratif, spécialisée dans la protection de la vie privée et de l'anonymat, et qui, soit dit en passant, est également affiliée au projet Tor, a publié la matrice Cellebrite consacrée au modèle Android, et cette matrice est bien les datée de février 2025. Il s'agit de la version 7.73.1. Et cette matrice nous en dit long. D'abord sur la méthode employée par Cellebrite, ensuite sur ses progrès récents, notamment face à Android 15, au tout dernier Samsung, mais surtout sur les Google Pixel, qu'ils soient sous Android classique ou sous Graphene OS. Dans la vidéo de janvier, je vous annonçais que la grande majorité des smartphones Android verrouillés, y compris les plus récents, ne résistaient pas aux outils utilisés par les enquêteurs. Ils pouvaient être ouverts sans difficulté, ou presque. Que ce soit Cellebrite, que ce soit Grey, leurs logiciels sont capables de faire sauter 99% des téléphones qui tournent sur Android, même les plus récents. Je vous expliquais aussi que les Google Pixel étaient, à l'époque, les modèles les plus fiables sur Android, au point d'être considérés comme invulnérables. Mais restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous montrer est encore plus inquiétant que prévu. En l'espace de quelques mois, la situation a radicalement changé. On va aussi parler d'un point central souvent mal compris, le rôle du chipset. C'est lui qui assure la circulation des données entre tous les composants du smartphone. Il comprend plusieurs circuits intégrés, dont le processeur qui joue un rôle clé dans le traitement des informations. Et ce que révèle la matrice Cellebrite, c'est que la sécurité d'un téléphone ne dépend pas seulement du système d'exploitation ou des mises à jour, mais aussi du type de chipset embarqué. Aujourd'hui, être sous Android 15, ou même 16, 17 ou 20 dans les années à venir, ne garantit plus grand-chose face aux capacités d'extraction des outils d'enquête. Alors attention, je précise, évidemment, vous devez toujours faire vos mises à jour. C'est essentiel pour se protéger des menaces quotidiennes. Mais dans le cadre d'une saisie judiciaire, avec extraction physique à la clé, les mises à jour ne suffisent plus à faire barrière. Pour bien comprendre ce qui se passe derrière l'écran de votre smartphone, et surtout pourquoi Cellebrite parvient à en extraire les données, il faut jeter un œil à ce qui se cache à l'intérieur. On va prendre un exemple, un téléphone Samsung. L'élément central, c'est le SoC, c'est le System on a Chip. C'est littéralement le cerveau du téléphone
téléphone. Une seule puce qui va regrouper plusieurs composants clés. Le CPU qui exécute les applications et le système Android, le GPU qui gère l'affichage, les animations et les jeux, le NPU, le processeur dédié à l'intelligence artificielle, et la partie modem qui assure les connexions 4G ou 5G. Si vous avez déjà entendu parler de Snapdragon 8 Elite, embarqué dans le Samsung S25, eh bien c'est exactement ça. Plus le SoC est puissant, plus le téléphone est performant. Mais aussi, en théorie, plus il peut intégrer des fonctions de sécurité avancées. Alors, cela dit, la partie logicielle reste tout aussi cruciale. À côté de ce SoC, eh bien on va retrouver la mémoire RAM, c'est la mémoire vive. Elle sert à stocker temporairement les données utilisées pour les applications en cours. Plus vous avez de RAM, plus vous pouvez ouvrir d'applications en même temps, sans ralentir le système. Il y a aussi le stockage interne. C'est une mémoire flash qui contient le système Android, les applications, vos photos, vos messages, enfin bref, toutes vos données personnelles. Mais la sécurité d'un smartphone ne repose pas uniquement sur le système Android. Elle s'appuie sur une architecture matérielle conçue pour isoler et chiffrer les données, même en cas de tentative d'accès physique. Le fait de démonter un téléphone pour essayer de récupérer la mémoire. Et pour comprendre ça, eh bien, il faut parler des clés de chiffrement. Leur rôle est surtout l'endroit où elles sont stockées. À chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone, Android utilise des clés pour déchiffrer vos fichiers. Ces clés ne sont jamais stockées en clair. Elles sont protégées par des composants matériels conçus pour les rendre inaccessibles, même pour le système. Le premier de ces composants, c'est le Trusted Execution Environment. Il s'agit d'un environnement sécurisé intégré directement au cœur du processeur. Il fonctionne de manière totalement isolée du système Android et reste inaccessible même avec un accès administrateur. En fait, c'est lui qui gère les opérations critiques. Vérification du mot de passe, traitement des données biométriques, génération des clés de chiffrement. En clair, c'est un coffre-fort numérique qui ne s'ouvre qu'en cas d'authentification réussie. Et certains téléphones disposent en plus d'un Secure Element. C'est une puce, encore plus sécurisée, et parfois intégrée dans la carte SIM ou soudée à la carte mère, et elle est principalement utilisée pour le paiement mobile, mais peut aussi contenir des clés cryptographiques ou servir à authentifier l'appareil dans des environnements sensibles. Le stockage interne, lui aussi, est chiffré matériellement. Les fichiers, les messages, les photos, les données des applications, tout est enregistré sous forme chiffrée. Et tant que vous n'avez pas entré votre mot de passe, eh bien ces données restent totalement illisibles, même si l'on extrait physiquement la mémoire du téléphone. Chez Samsung, cette sécurité est renforcée par une surcouche appelée Knox. Elle ajoute plusieurs couches de protection, contrôle de l'intégrité du système au démarrage, séparation entre les environnements personnels et professionnels, possibilité d'effacer automatiquement les clés en cas de tentative d'ouverture forcée ou de modification non autorisée. Android, de son côté, utilise plusieurs types de clés de chiffrement. La première est appelée Device Encryption Key, ou DEK. Elle est liée au matériel. Elle est générée à l'usine et reste disponible même sans mot de passe. Elle protège les données système ou les fichiers qui ne sont pas spécifiques à l'utilisateur. La seconde, c'est la Credential Encrypted Key, ou la CEK. Elle protège vos données personnelles, messages, photos, fichiers, applications. Et cette clé, elle est liée à votre mot de passe, ou à votre empreinte digitale, ou à la reconnaissance faciale. Elle ne devient accessible qu'une fois que l'authentification est réussie. C'est ce qui explique pourquoi, après un redémarrage, vos données restent inaccessibles tant que vous n'avez pas déverrouillé le téléphone. Android distingue en fait deux états. Tous les téléphones distinguent deux états. BFU, Before First Unlock, juste après le démarrage. Quand la Credential Encrypted Key, la CEK, n'est pas encore chargée. Cette clé qui gère vos données personnelles. Et le mode AFU, pour After First Unlock, après le premier déverrouillage où la clé est en mémoire et les données deviennent accessibles même si le téléphone est reverrouillé ensuite. En fait, le but, c'est d'aller plus vite. Et c'est cette distinction que les outils comme Celebrite ou Greke exploitent. Lorsqu'ils tentent une extraction à froid, ce qu'on appelle une cold extraction, ils agissent sur un téléphone en état BFU. Dans ce cas, seules les données accessibles via la clé de l'appareil peuvent être extraites. Le reste est chiffré. Pour y accéder, il faut alors forcer le mot de passe, ce qui implique des attaques par force brute qui sont longues et rarement efficaces à cause des mécanismes de verrouillage progressif d'Android. Mais quand le téléphone est en état AFU, After First Unlock, qu'il est déjà déverrouillé une première fois, on parle d'extraction à chaud, de hot extraction. À ce moment-là, les CEKs, vos clés personnelles, sont déjà en mémoire. Et les outils n'ont plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ils peuvent extraire les données directement tant que l'appareil reste allumé. Et c'est pour ça que lorsqu'un téléphone est saisi, eh bien on va privilégier une saisie d'un téléphone actif et de le maintenir en vie. Et c'est exactement ce que révèle la matrice Celebrite de février 2025. Leur méthodologie repose sur deux critères principaux. Le type de puce, autrement dit le chipset, que des noms qui peut-être vous connaissez, Snapdragon, Exynos, Mediatek, Kirin, et l'état du téléphone au moment de l'extraction, BFU ou AFU. Ce qui pourrait surprendre, c'est que la version Android n'est pas un facteur déterminant. Qu'un appareil tourne sous Android 14 ou 15 n'a que peu d'impact. Et pourquoi ? Eh bien parce que la sécurité ne dépend pas uniquement du système, mais aussi, et surtout, de la manière dont chaque constructeur a intégré Android sur son modèle.
L'OS n'est qu'un socle commun. C'est le matériel et la configuration du fabricant qui fait vraiment la différence. Deux téléphones sous Android 15 peuvent donc offrir des protections radicalement différentes. Tout dépend de la puce utilisée, de l'isolation des clés et de la qualité de l'intégration sécuritaire. Le SoC, ce fameux System on a Chip, regroupe tous les composants critiques. Le processeur, la mémoire sécurisée, le moteur de chiffrement. C'est lui qui détermine ce qui peut être lu, ce qui peut être protégé et ce qui peut être contourné. Et parfois même sur des modèles récents, les protections sont défaillantes. Des téléphones permettent une extraction alors qu'ils n'ont jamais été déverrouillés, ce qui normalement ne devrait jamais arriver. Et en fait, ça signifie que la clé de chiffrement, qui est censée être protégée, a été mal isolée. Il suffit parfois d'un port de débogage laissé actif, d'un composant mal mis à jour ou d'une erreur dans l'architecture de sécurité pour que Cellebrite puisse contourner le verrouillage. En fait, c'est littéralement leur boulot, trouver les failles pour y arriver. Deux modèles totalement différents peuvent partager la même vulnérabilité s'ils embarquent le même SoC. Et inversement, un appareil tout récent, parfaitement à jour sous Android 15 peut rester exposé si le chipset est mal conçu, si les clés de chiffrement sont mal isolées ou si la mémoire sécurisée est mal exploitée. Dans le monde de la sécurité mobile, c'est le matériel qui prime. Et les dernières matrices de Cellebrite, notamment celle de février 2025, viennent le confirmer noir sur blanc. On y découvre que la grande majorité des smartphones Android restent vulnérables à l'extraction de données, y compris lorsqu'ils sont verrouillés et chiffrés. Prenons l'exemple des Samsung Galaxy. Des S20 au S24, en passant par les séries A, M, Note, Z Fold ou Z Flip, tous ces modèles équipés du chipset Qualcomm Exynos ou MTK sont considérés comme exploitables. Et ce, même dans l'état BFU, c'est-à-dire juste après le redémarrage, avant que le code ne soit entré. Une fois l'appareil en état AFU, c'est encore plus simple. Les clés sont en mémoire, les données sont totalement accessibles, même si elles sont chiffrées. Elles sont littéralement aspirées. Même logique du côté de Huawei. Qu'il s'agisse des séries P, Mate, Nova ou des anciennes Honor, les modèles dotés de puces Kirin ou Qualcomm peuvent aussi être extraits dans de nombreux cas, y compris lorsqu'ils sont verrouillés. Et ce phénomène touche aussi les marques les plus accessibles. Les puces Mediatek, présentes sur des téléphones Xiaomi, Motorola, Realme, Oppo, Infinix ou Tecno, présentent elles aussi des failles. Les extractions peuvent parfois être partielles, mais elle reste généralement possible que le téléphone soit allumé ou non, verrouillé ou non. C'est précisément pour cela que la classification de Cellebrite repose sur les processeurs et non sur les marques ou les versions logicielles. Une mauvaise intégration des mécanismes de sécurité, un TI mal configuré, un moteur de chiffrement vulnérable, une mauvaise isolation des clés peuvent rendre vos données accessibles sans même que le mot de passe soit nécessaire. Donc, si vous vous demandez si votre téléphone est concerné, ne vous fiez pas seulement à la version d'Android ou à la marque. Le critère décisif, c'est la puce. Et pour vous aider, eh bien, j'ai mis un lien dans la description vers un rapport complet qui liste la plupart des modèles concernés, à jour du coup de février 2025, marque par marque, puce par puce. Et ce document vous donnera une vision claire des capacités de Cellebrite face à votre appareil. Dans ma première vidéo, j'avais mis en avant la capacité des Google Pixel à résister aux extractions, des modèles 7 à 9 et leurs déclinaisons. La situation est maintenant plus contrastée et elle évolue nettement selon les générations. Cellebrite a travaillé sur l'ensemble de la gamme Google Pixel, du Pixel 1 jusqu'au Pixel 9, et a relevé pour chaque modèle deux types d'accès possibles. Donc d'un côté, l'accès complet aux fichiers, ce qu'on appelle dans la matrice FFS, pour Full File System, c'est-à-dire la possibilité d'extraire l'intégralité du contenu utilisateur, y compris les données d'application, les fichiers chiffrés, les bases de données, et de l'autre, la capacité à forcer le mot de passe appelé BF, pour Brute Force, qui consiste à casser le code de déverrouillage à partir d'un exploit logiciel. Sur les Pixel 1 à Pixel 5a, l'accès est presque total. En mode verrouillé, donc en BFU, Before First Unlock, juste après le démarrage, la matrice indique que l'extraction complète est possible. Le système de fichiers peut être lu intégralement. Et dans cette configuration, la brute force du mot de passe est, elle aussi, entièrement supportée, sans aucune limitation liée au niveau de mise à jour du téléphone. Ce que Cellebrite, et que vous verrez peut-être à l'image, appelle No SPL Limitation. SPL, c'est le Security Patch Level, autrement dit la date de la dernière mise à jour de sécurité. Donc même si votre téléphone est à jour, ces anciens pixels peuvent toujours être attaqués par force brute. Il n'y a pas de blocage lié à Android ou au correctif Google. Et bien sûr, une fois que le téléphone a été déverrouillé, une fois, donc en AFU pour After First Unlock, l'accès est encore plus simple. Les extractions FFS deviennent actives et le mot de passe n'est même plus nécessaire pour accéder aux données. À partir du Pixel 6, tous les modèles récents de Google, y compris les Pixel 7, 8 et 9 et leurs déclinaisons, présentent le même niveau de sécurité. En mode BFU, Before First Unlock, la matrice Cellebrite indique BFU Yes, ce qui signifie qu'un accès technique
est possible. Mais cela ne permet ni de casser le code de verrouillage, puisque le brute force apparaît comme impossible, ni d'accéder au système de fichiers complet. FFS est absent dans la colonne réservée à cette catégorie. Autrement dit, aucune donnée utilisateur n'est récupérable tant que le téléphone n'a pas été déverrouillé une première fois par l'utilisateur. En revanche, en mode AFU, dès que le téléphone a été allumé et utilisé, l'extraction complète des fichiers est possible, sans qu'il soit nécessaire de forcer le mot de passe. L'accès repose donc uniquement sur le fait que le téléphone ait été actif au moment de la saisie. Que ce soit un Pixel 6, 7, 8 ou 9, la sécurité repose sur le statut de l'appareil. S'il est éteint ou redémarré, comme vous l'avez bien compris, il devient inattaquable par Cellebrite. S'il est allumé et déjà utilisé, eh bien certaines données peuvent être extraites sans avoir besoin du code. En clair, si vous avez un pixel entre le 1 et le 5A, votre téléphone est à nu, il est exploitable. Même à jour, il peut être déverrouillé et vidé de toutes ses données. À partir du Pixel 6, c'est une autre histoire. Le mot de passe ne peut plus être forcé et tant que le téléphone est éteint ou vient juste d'être redémarré, aucune extraction complète n'est possible. En revanche, s'il est allumé et a déjà été utilisé, eh bien les outils peuvent toujours récupérer l'ensemble des fichiers. Donc tout se joue au moment de la saisie. Allumé, vous êtes exposé, éteint, vous êtes protégé. D'ailleurs, la semaine dernière, une évolution notable, eh bien Google a déployé une mise à jour automatique pour tous les smartphones tournant sur Android, à savoir le redémarrage automatique au bout de 3 jours, sans nouvelle activation du téléphone, pour forcer le passage en mode BFU. Moi, je pense que c'est encore insuffisant, parce que c'est un délai qui est beaucoup trop long, qui reste 3 jours sans toucher à son téléphone, sachant qu'en plus, les extractions ont lieu quasiment dans la foulée de la saisie. 3 jours, c'est bien, c'est mieux, mais c'est pas encore suffisant, je pense qu'il faut laisser le choix à l'utilisateur. Le véritable smartphone qui résiste aujourd'hui à Cellebrite en février 2025, c'est pas un modèle Samsung, ni un Xiaomi, ni un Pixel classique. C'est un Pixel, oui, mais uniquement qui tourne sous un système d'exploitation alternatif, Graphene OS. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, vous avez été nombreux à solliciter une vidéo d'ailleurs spécifiquement sur Graphene OS, ça viendra, vous inquiétez pas, je suis juste en train de récupérer le téléphone nécessaire. Mais ça mérite qu'on s'y arrête quelques instants, même si on l'a déjà évoqué. Parce que dans les dernières matrices de Cellebrite, c'est la seule configuration qui, dans la majorité des cas, bloque tout. Pas d'extraction, pas de brute force, pas d'accès aux fichiers. Graphene OS, c'est une version renforcée d'Android pensée pour ceux qui veulent un contrôle total sur leur téléphone et surtout une sécurité poussée au maximum. C'est un projet open source, indépendant de Google, qui ne fonctionne que sur les Google Pixel. Mais attention, ce n'est pas juste un Android sans Google. C'est un système entièrement repensé où chaque couche a été renforcée. Du noyau jusqu'à la gestion du chiffrement. Ce qu'il apporte concrètement, eh bien, c'est un environnement beaucoup plus résistant face aux attaques, notamment celles menées par des outils comme Cellebrite ou Grake. Graphene OS améliore le chiffrement. Il limite les permissions, il cloisonne chaque application, il empêche l'accès au réseau pour certaines applications et surtout, il exploite pleinement les capacités de sécurité des téléphones Pixel, notamment la puce Titan M2. Mais revenons à ce que disent les tableaux de Cellebrite et regardons ce qui se passe en pratique modèle par modèle. Sur les anciens Pixel du 3 à 5, Cellebrite précise qu'il est encore possible de procéder à une extraction en mode verrouillé, mais seulement si le téléphone n'a pas été mis à jour depuis fin 2022. On parle bien ici que de Pixel sous Graphene OS. Dans ce cas, eh bien, l'outil peut parfois accéder au système de fichiers ou tenter une attaque par brute force. Dès que le patch de sécurité est appliqué, eh bien, tout est bloqué. À partir du Pixel 6, la protection monte d'un cran. La brute force devient impossible et l'extraction n'est réalisable que dans de très rares circonstances. Et c'est vraiment avec le Pixel 8 sous Graphene OS que la rupture devient totale. Plus aucun accès n'est possible en mode verrouillé ou actif et les clés de chiffrement ne sont jamais disponibles, même dans la mémoire vive. Sur le Pixel 9, le constat est identique. Aucune lecture n'est envisageable, le système est verrouillé de bout en bout. Graphene OS, c'est pas simplement un Android renforcé. En fait, il va ajouter des fonctions qui sont introuvables ailleurs, comme le redémarrage automatique après 18 heures d'inactivité. Si le téléphone n'est plus utilisé, il se remet en mode BFU, dans lequel les clés de chiffrement ne sont plus chargées. Graphene OS propose également une gestion poussée des permissions et la possibilité de cloisonner les applications, y compris les services Google. On peut ainsi isoler le réseau, effacer les données avec un code de contrainte ou vérifier l'intégrité matérielle du système. Et cette combinaison, un pixel récent sous Graphene OS avec des mises à jour régulières, rend le téléphone inaccessible pour la plupart des outils comme Cellebrite. En février 2025, le seul environnement qui résiste à des solutions d'extraction telles que Cellebrite ou Grake, c'est donc un smartphone Google Pixel équipé de Graphene OS. Dans les mêmes tableaux, tous les autres appareils, qu'il s'agisse de Samsung, Huawei, Xiaomi ou même de Pixel sous Android classique, finissent par céder. Plusieurs abonnés m'ont posé la question pourquoi tu ne parles jamais de Lineage OS. C'est une bonne remarque. Lineage OS est souvent cité comme une alternative à Android classique, surtout pour les personnes qui veulent un téléphone sans Google. C'est un système d'exploitation dérivé de Linux. Mais si j'en parle pas dans cette vidéo consacrée à la sécurité face à des outils comme Cellebrite, c'est pas un oubli.
c'est un choix. Lineage OS, à la base, c'est un excellent projet communautaire. Il permet de redonner vie à d'anciens téléphones, de se libérer des services Google et de personnaliser son appareil comme on le souhaite. Mais si on parle de sécurité réelle, eh bien Lineage OS n'est tout simplement pas dans la même catégorie que Graphene OS. La différence fondamentale, c'est que Lineage OS n'est pas un système durci. Il repose sur le noyau Android standard sans intégrer les couches de protection avancées qu'on va retrouver sur Graphene OS. Il ne met pas en œuvre des mécanismes comme celle du projet KSPP, il n'améliore pas activement la gestion mémoire du noyau et surtout il ne propose pas de mesures contre les attaques 0D ou les extractions physiques de données. En clair, si vous installez Lineage OS sur un vieux Samsung ou même un OnePlus, vous avez peut-être enlevé Google, mais vous n'avez pas sécurisé l'appareil. Autre point essentiel, les mises à jour. Graphene OS publie des correctifs de sécurité régulièrement, indépendamment du calendrier de Google. Lineage OS, lui, dépend des bénévoles. Certaines versions sont mises à jour souvent, d'autres moins. Il n'y a aucune garantie que votre appareil recevra les derniers patchs, surtout s'il est ancien. En résumé, Lineage OS, c'est un bon Android sans Google. Graphene OS, c'est un Android sans Google, sans faille et sans compromis sur la sécurité. Voilà, on a fait le tour de ces informations fraîches. On a vu que Celebrite est capable de faire. On a décortiqué les matrices techniques, on a vu que la grande majorité des smartphones Android, même récents et même à jour, peuvent encore être extraits ou contournés, soit à froid, soit à chaud, et même les pixels, pourtant mieux conçus que la moyenne, ne sont pas du tout à l'abri. Mais on a aussi vu qu'il existe une vraie solution, alors c'est pas un miracle, c'est pas un gadget, c'est pas une application installée, c'est un vrai changement de système, Graphene OS, installé sur un pixel compatible et maintenu à jour. C'est aujourd'hui le seul environnement Android qui tient réellement tête à l'extraction judiciaire, même entre les mains des meilleurs outils commerciaux du marché. Alors bien sûr, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est peut-être pas toujours facile à appréhender, mais c'est un système radical qui fait passer la sécurité et la vie privée avant la simplicité ou le confort d'usage. Tout dépend de ce que vous recherchez. Il faut accepter quelques contraintes, apprendre à l'installer, bien que ce soit assez facile, et à le configurer et à l'apprivoiser. Mais en échange, vous obtenez un téléphone qui vous appartient vraiment. Et si ce n'est pas une solution que vous envisagez pour l'instant, au moins vous avez maintenant les clés pour comprendre comment tout ça fonctionne, ce que veut dire BFU, AFU, extraction à froid ou à chaud, et pourquoi les mises à jour Android seules ne suffisent pas. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à la partager autour de vous et à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, je vous laisse en description le rapport complet d'analyse qui est basé sur la dernière matrice de Celebrite avec tous les détails et l'essentiel des modèles concernés. À bientôt et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.